Bonjour, bienvenue à Dakar. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mahamadou Diawara. Il est le président de l'Union des jeunes pour la paix et la nation africaine. Mahamadou, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. De Bamako à Dakar, pourquoi? Alors, pour deux choses. D'abord, je suis là, je coordonne un programme de recherche sur le Sahel avec le think tank Wati. Et ensuite, nous sommes en train d'organiser la deuxième édition de l'Assemblée citoyenne des peuples d'Afrique de l'Ouest qui se tiendra ici à Dakar les 16, 17 et 18 octobre prochains et dont le lancement a été fait le 18 juin passé au Monument de la Renaissance. Et hier, 21 août, nous avons donc organisé la première table ronde de la série de 5 tables rondes qui doit précéder la Grande Assemblée. Assemblée citoyenne à Dakar au mois d'octobre. Quels sont ses objectifs réels? Alors, il faut dire que l'Assemblée citoyenne des peuples d'Afrique de l'Ouest est une initiative de l'UJPNA qui fait suite en fait à un projet que nous avions mené pendant 3 ans, qui s'appelle Processus de réflexion pour une refondation de la gouvernance et de la démocratie, qui avait pour ambition de questionner le modèle de gouvernance et l'empirisme politique précolonial à partir du Mali, pour faire un examen plus approfondi et essayer de comprendre les raisons de dysfonctionnement que l'État postcolonial a, n'est-ce pas, au Mali. Et les résultats de ce travail ont montré que 2 questions parmi plusieurs sont extrêmement importantes. C'est la question de la gouvernance telle qu'elle est pratiquée et la question de la démocratie également telle qu'elle est présentée au Mali. Mais le travail en question a porté sur différentes aires culturelles. Donc du coup, ces aires culturelles ont une continuité dans les autres pays de l'espace ouest africain. Voilà, donc ce qui nous a amené à initier l'Assemblée citoyenne des peuples d'Afrique de l'Ouest. Et la première édition a eu lieu en 2022 à Bamako. Elle a réuni près de 300 participants venant de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et des régions voisines, des 6 régions africaines qui étaient représentées. Et le thème c'était État et perspective de la gouvernance et de la démocratie. Donc à la fin de cette première édition, il y a eu une déclaration commune qu'on appelle la déclaration de Bamako, dans laquelle déclaration donc plusieurs priorités ont fait l'objet de lignes d'engagement. Donc cette deuxième édition s'inscrit dans la continuité de la première édition, donc la consolidation des engagements de la déclaration de Bamako. Et sa thématique, c'est problématique de la légitimité politique et les défis liés à la souveraineté économique et politique des États de l'espace ouest africain. Nous allons plus tard parler de souverainisme, nous allons parler de panafricanisme, mais vous avez tout de suite parlé de gouvernance et de démocratie. Tout à fait. À côté de ces 2 mots, vous avez parlé de colonisation. Absolument. Alors, est-ce que vous pensez que la colonisation a impacté la gouvernance, la démocratie en Afrique de l'Ouest? Mais absolument, absolument. D'abord, la colonisation s'est matérialisée par l'érection de l'État colonial. Et ce que les gens perdent de vue très souvent, c'est que le colonisateur n'a pas créé le même État dans la colonie que dans la métropole. C'est différent? Absolument. L'État colonial dans la colonie avait pour vocation de dominer, d'exploiter, d'exproprier les populations africaines et leurs richesses afin de servir les populations de la métropole. Donc ce n'était pas un État-service, c'était un État dominateur, expoliateur, expropriateur. Et donc c'est pour cela que cet État a investi plusieurs choses, le travail forcé, beaucoup d'autres mécanismes par lesquels, n'est-ce pas, les populations africaines ont été asservies. Il a mis en place des mécanismes précis. Vous savez, quand la première école française était inaugurée en Afrique francophone, c'était ici au Sénégal, à Saint-Louis. Dans le discours inaugural, Faidherbe disait l'Afrique produit des hommes. Et par le biais de l'école, nous allons en faire des Français soumis et fiers de l'être. Des hommes différents donc de Français soumis? L'Afrique produit des hommes. Oui. Et par le biais de l'école, nous allons en faire des Français soumis et fiers de l'être. Pour matérialiser cela. Donc l'école avait ses objectifs précis alors? L'école participait à une mission, j'allais dire, d'acculturation, une mission de socialisation qui avait pour but de
fabriquer des Africains au service de l'État colonial, c'est-à-dire de l'administration coloniale. Donc des Africains qui allaient aider le colonisateur à mieux dominer les peuples africains et à mieux exploiter l'Afrique. C'était ça la vocation de l'école. Et il y avait une volonté carrément d'acculturation qui consistait essentiellement à nous amener à changer de référentiel, à désorienter la jeunesse du référentiel africain, du savoir africain, de la spiritualité africaine, des connaissances africaines, pour n'avoir de repères et de références que ce qui vient de la métropole. Résultat des courses, aujourd'hui la jeunesse meurt par milliers dans la mer, à la quête d'un Eldorado imaginaire vers l'Europe, vers l'Occident. Les intellectuels ont essentiellement pour référence les propos des savants occidentaux. Très peu de fois dans nos documents, dans nos discours, vous voyez la convocation des connaissances ou des savants africains précoloniaux. Et quand on regarde aujourd'hui, que ce soit dans le vestimentaire, dans l'administratif, dans le politique, tout ce que nous faisons est inspiré du modèle colonial. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une construction. Quand vous regardez, par exemple, au moment où on faisait cette école-là, dans les cours d'histoire, on enseignait à nos grands-parents que leurs ancêtres sont des Gaulois. On les faisait jurer fidélité éternelle à la France. On nous fait écrire par de l'encre bleue sur une feuille blanche en faisant des titres en rouge. C'est une reproduction systématique du drapeau français. Ouais. Tout ceci n'est pas un hasard, c'est une construction scientifique bien pensée. Et vous pensez que la liste de ces problématiques que vous avez dressées tout à l'heure impacte notre gouvernance actuelle, notre démocratie actuelle? Vous savez, quand vous voulez prendre un peuple, ce n'est pas ses ressources, ce n'est pas la terre qu'il faut prendre. C'est son esprit qu'il faut prendre. Le travail qui a été fait est un travail qui avait pour vocation de conditionner l'esprit des Africains, d'encadrer les mécanismes de réflexion des Africains. Nous pensons non seulement dans leur langue, mais également à travers leurs repères, leurs références. Regardez nos constitutions, comment elles sont inspirées. Regardez l'organisation de nos États, comment c'est fait. Comment pouvez-vous comprendre que l'Union africaine, et l'OUA déjà avant l'Union africaine, ait décidé d'établir le principe d'intangibilité des frontières héritées de la colonisation quand on sait que ces frontières sont nées à partir de la conférence de Berlin, à laquelle conférence aucun Africain n'était présent, où des gens se sont réunis quelque part dans le monde pour se partager le continent africain à leur guise, selon leurs besoins. Donc la forme de nos États, le statut de nos États, la circonférence de nos États, même la composition des communautés qui sont dans ces États-là, ont été choisis par des non-africains pour des objectifs non-africains. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais nous, au moment où nous accédons à l'indépendance, de repenser tout ça, de remettre tout cela en cause et de redéfinir des structures étatiques conformes à nos réalités anthropologiques et politiques, à notre empirisme politique, nous avons consolidé. Vous voyez, par exemple, dans nos constitutions, les gens vont vous dire la forme républicaine n'est pas susceptible de révision constitutionnelle. La République a ses vertus, mais est-elle africaine? Est-ce que notre histoire politique est républicaine? C'est des questions qu'il faut se poser. Pourquoi donc aller jusqu'à retirer au peuple la possibilité de choisir la forme de gouvernance qu'il ici? Je suis favorable au système démocratique qui consiste à faire que le peuple choisisse ses dirigeants et que cela puisse se faire de façon alternative. Mais la Grande-Bretagne n'a-t-elle pas son roi? La Belgique n'a-t-elle pas son roi? L'Espagne n'a-t-elle pas son roi? Oui. Le Maroc n'a-t-il pas son roi? Oui. Est-ce que ça empêche à ces pays aujourd'hui d'être des nations modernes, qui se développent, qui sont dans la démocratie? Pourquoi devons-nous renier tout ce qui nous a fait, tout ce qui nous définit, tout ce qui nous détermine, pour finalement nous retrouver dans un schéma où notre avenir ne peut être que le passé de l'autre? Le passé, l'héritage très sombre que vous venez de nous montrer, quelle est la place donc du panafricanisme dans tout ça? Justement. Une question que vous allez aborder pendant votre assemblée. Bien entendu, le panafricanisme est né par nécessité. Ce n'est pas simplement l'invention de quelques illuminés.
c'est la condition dans laquelle l'homme africain s'est retrouvé en Afrique et en dehors de l'Afrique. Position de sous-humanisation, de déshumanisation. Pour emprunter à Aimé Césaire dans le discours sur le colonialisme son propos, on me parle de civilisation, moi je parle de chosification, de déshumanisation. Oui. On me parle de réalisation faite des canons de chemin de fer, moi je parle de centaines de millions d'hommes assassinés au Congo-Océan. Civilisé jusqu'à la moelle de l'os, l'idée du nègre barbare est une invention européenne. En fait, dans ces propos, qu'est-ce que Césaire nous dit? Césaire nous dit que l'action colonisatrice et l'action colonialiste a pour vocation de déshumaniser l'homme africain, l'homme noir, d'en faire un sous-homme. Et cette condition de sous-homme que l'homme africain a vécue en Afrique et en dehors de l'Afrique, qui a contraint les Africains à prendre conscience de l'impératif de se retrouver autour de notre identité collective africaine. D'où l'avènement justement du panafricanisme. La vocation donc du panafricanisme est d'œuvrer pour créer les conditions objectives et subjectives de la réaffirmation de l'identité de l'homme africain, de créer les conditions pour l'épanouissement de l'homme africain en Afrique et en dehors de l'Afrique. Voilà. Et c'est cela. Oui. C'est ça la vocation du panafricanisme. L'Afrique et ses défis, les défis sécuritaires, surtout dans le Sahel, votre assemblée va certainement y réfléchir et faire des recommandations surtout. Absolument. Le continent africain vit et subit multiples sources de déstabilisation, plusieurs troubles, parmi lesquels des conflits de multiples formes. Nous avons connu les conflits intercommunautaires, nous avons connu les conflits de voisinage entre États, nous avons connu les conflits autour des ressources naturelles, nous avons aussi connu aujourd'hui le terrorisme qui déstabilise significativement nos pays. Alors, il est impératif de travailler sur les conditions de création d'une stabilité dans le continent, d'une stabilité des États et d'une sécurité des populations, pour finalement sécuriser les dynamiques de création de richesses, de distribution de richesses et de création des conditions d'épanouissement des peuples, des citoyens et des États. Et ce travail, il ne peut pas réussir tant que l'Afrique refuse de prendre sa responsabilité et laisse aux autres la responsabilité de le faire. Je vous donne un exemple. Quand la crise s'est déclenchée au Mali, les premiers soldats qui sont arrivés sur le sol malien, c'était les soldats togolais, suivis par des soldats sénégalais, suivis par d'autres soldats de la région. Mais quand les pays de l'Afrique de l'Ouest se sont déployés dans un élan de solidarité pour accompagner le Mali, et que la CEDEAO a voulu mettre en place une mission qu'ils ont appelée la MISMA, la communauté internationale, au lieu de mettre les moyens à la disposition des Africains pour faire face à un problème sur le sol africain, ont déresponsabilisé la CEDEAO et l'Union africaine pour mettre en place la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies, envoyant des armées du monde entier, plus de 27 000 soldats. Et pendant 10 ans, le problème n'a fait que s'aggraver, la menace n'a fait que progresser, et le Mali n'a fait que perdre des segments et des portions de son territoire, simplement parce que la structure de la réponse n'était pas adaptée à la nature de la menace. Et il est important aujourd'hui. Une paix durable. Pendant ce temps, des bases militaires françaises sont en train de quitter le sol africain. Dernière en date, la base militaire de Dakar, qui est complètement reprise par la France. L'avis de votre assemblée? Alors, l'Union des jeunes pour la paix et la nation africaine a toujours milité pour la non-présence de forces militaires étrangères sur le continent africain. En 2009-2010, le JPNA avait organisé des marches et des meetings à Bamako pour dénoncer la présence militaire française sur le continent africain. Non pas dans un élan de rejet de la France en tant que nation. La France est une nation comme toute autre. Bien entendu, avec toutes les nations du monde, nous sommes appelés à avoir des relations positives et courtoises. Mais cela ne vaut pas l'acceptation d'une condition qui compromet notre propre souveraineté. Et il est extrêmement important que nous soyons en position de nous sentir pleinement responsables par nous-mêmes de notre sécurité, de notre développement et de notre existence dans le monde. La présence militaire étrangère est une véritable entrave à cela.
La présence militaire étrangère, qu'elle soit française ou de quelque nature que ce soit, compromet véritablement la souveraineté de nos États. Et le partenariat le plus productif, le plus utile pour nos nations, c'est un partenariat qui nous aide à avoir les capacités d'assurer par nous-mêmes notre sécurité. C'est un partenariat qui nous aide à avoir l'expertise, le savoir-faire, les équipements et la capacité de transformer les ressources, les matières premières dont nous disposons pour apporter les réponses adaptées aux menaces auxquelles nous faisons face. Ce n'est pas l'assistance. Et ça, c'est la vocation, ça, c'est la position de l'UJPN. Des questions économiques, certainement, au cœur de votre agenda aussi. Le franc CFA, votre position? En 2008, 2009 et 2010, l'UJPN a organisé une série de conférences, de meetings et de marches contre le franc CFA. Alors, cette position contre le franc CFA, elle est fondée sur un certain nombre de constats et sur un certain nombre de principes. Le premier constat, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de constater que les pays qui sont dans la zone franc font partie des pays les plus pauvres du monde, pour la plupart d'entre eux. Ça, c'est une chose. On ne peut pas s'empêcher de constater l'origine de ce franc. D'abord, c'est un modèle qui a été imposé à la France par l'Allemagne pendant le moment où l'Allemagne colonisait la France. En fait, l'Allemagne dominait la France, n'est-ce pas, avant la victoire à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ce même modèle de monnaie qui a été implémenté par la France sur la colonie. Alors, quand on regarde l'histoire de cela, c'est pas une histoire qui nous permet, nous, de considérer cette monnaie comme véritablement notre monnaie. Cela dit, on ne peut pas nier aussi les avantages de la monnaie, mais pour autant, elle n'est pas la monnaie qu'il nous faut. Les questions de principe. Les questions de principe sont que le franc CFA fonctionne dans un mécanisme qui lui-même consacre l'infantilisation des États africains. C'est la France qui, à elle seule en tant que nation, se porte garant de la monnaie de tous les pays africains. En tout cas, tous les pays francophones qui sont dans la zone franc. Deuxièmement, le dépôt des fonds de garantie au sein de la Banque européenne donne à la France un levier important sur un élément clé de la souveraineté. Comme vous le savez, la monnaie est un instrument clé de la souveraineté. Donc, lorsque vous donnez à un autre État, collectivement, un élément central de votre souveraineté, vous-même renoncez par ce fait, justement, à jouir pleinement de votre souveraineté. Lorsque vous acceptez d'être assisté et garanti collectivement en tant qu'État par un seul État, vous-même acceptez les conditions d'une infantilisation. C'est cela les questions de principe qui font que l'UJPNA est opposé à la monnaie. La CEDEAO pense à sa monnaie en 2027. Vous y croyez? C'est possible? Alors, nous y avons cru, nous y avons fondé beaucoup d'espoir. Quand le projet de l'ECO est venu, nous y avons fondé beaucoup d'espoir. Malheureusement, à la dernière minute, nous avons été déçus, comme la plupart des Africains, quand justement cette conférence de presse a annoncé que finalement, l'euro n'avait pas changé grand-chose. Oui, nous comprenons certains aspects du discours. La stabilité que le mécanisme du CFA accorde aux économies de la région, c'est vrai, ça constitue un avantage. Et un certain nombre d'éléments qui sont là qui constituent des avantages. Mais ces avantages ne sont-ils pas possibles dans un autre mécanisme qui n'est pas celui du CFA dans sa forme actuelle? C'est des questions extrêmement importantes. Quand on regarde l'immensité des ressources dont nous disposons, quand on regarde la force démographique de cette région, le marché que cela peut constituer, quand on regarde que cette région est l'une des régions dans lesquelles il y a encore tout à construire, donc un sentier ouvert dans lequel il y a une infinité de possibilités, on ne peut pas objectivement croire que sans rester comme un appendice accroché au système économique français, cette région ne peut pas avoir une monnaie viable et une économie viable à travers une organisation intelligente. Nous, notre volonté, c'est d'amener les Africains à transcender ces frontières qui nous ont été imposées selon l'intérêt économique et politique des puissances étrangères et de créer un mécanisme dans lequel, dans une opportune conjugaison de nos ressources, de nos intelligences et de nos énergies, nous construirons un pôle d'émergence et un pôle d'excellence dans le monde. Et cela est possible. Nous avons tout ce qu'il faut pour ça. Aujourd'hui, nous avons la plus grande jeunesse du monde. Aujourd'hui, nous avons l'une des populations les plus importantes du monde. Nous avons près de 2 tiers des ressources minières de la planète.
L'Afrique à elle seule, ça fait 30 millions de kilomètres carrés, peut-être la majorité des terres arables du monde. C'est autant de richesses que l'Afrique doit mettre à profit pour apporter sa part dans le rendez-vous du donner et du recevoir et arrêter d'être cet éternel assisté. L'Afrique dans le rendez-vous de demain, on a parlé de panafricanisme tout à l'heure, le souverainisme. Un mot quand même utilisé partout, au Sénégal et dans plusieurs pays. Aujourd'hui, comment notre souverainisme, notre souveraineté peut aider l'Afrique, ce continent en chantier? Alors, c'est une question extrêmement importante, surtout aujourd'hui parce qu'elle est d'actualité. La question de la souveraineté, ce n'est pas une question de slogan ou de rhétorique. Ce n'est pas un instrument pour haranguer des foules. C'est un impératif pour la renaissance africaine. C'est un impératif pour le développement du continent. La souveraineté, elle est importante parce que c'est elle qui nous permet d'être en situation de pouvoir par nous-mêmes identifier la nature de nos problèmes, concevoir la solution la mieux adaptée à nos problèmes et la mettre en nous. Lorsque vous n'êtes pas souverain, peu importe votre intelligence, peu importe votre expertise, peu importe votre savoir-faire, ça ne servira à rien parce que ce n'est pas vous qui décidez. C'est un autre qui décide pour vous. Donc, le fait qu'on choisisse un bon président ne servira à rien s'il n'est pas souverain parce que ce n'est pas lui qui va gouverner, c'est quelqu'un d'autre qui va gouverner à travers lui. Et donc, pour que l'Afrique puisse s'affranchir de l'ensemble des verrous qui le bloquent, pour que l'Afrique puisse se développer et émerger, accéder au rang qui est le sien dans le monde, il faut que les Africains soient en situation de pouvoir décider pour eux-mêmes, de faire leur propre choix. Et c'est ça le fond de la question de la souveraineté. Si vous voyez que là où l'Afrique dispose des 2/3 des ressources minières de la planète, elle représente près de 3% du commerce international mondial, selon les chiffres officiels, c'est parce que justement, les ressources de l'Afrique sont exploitées de sorte à ce qu'ils ne sont même pas comptabilisés correctement dans les échanges commerciaux internationaux. Plus de 70% de l'activité économique sur le continent africain est dans l'informel. Pourquoi? Parce que le mécanisme formel qui est lié à l'État postcolonial, dans sa structure telle qu'elle est faite, exclut la majorité de la population active de l'Afrique. Ces chiffres, elles ne reflètent pas la réalité. Quand vous regardez, on va vous dire que les échanges sud-sud sont extrêmement minimes et la majorité des échanges sont faits entre les pays africains et l'extérieur. Mais pourquoi? Parce que le colonisateur, quand il a créé les États, selon leur forme actuelle, il ne les a pas créés pour être dans une interaction africaine. La France a créé, a organisé l'économie de ces États en les tournant vers elle. Les matières premières de ces pays sont destinées à aller vers la France. La consommation de produits finis industriels de ces pays est censée provenir de la France. Donc les systèmes économiques ont été faits pour être orientés vers la France. C'est pour cela que les échanges formels entre ces États sont extrêmement faibles par rapport à l'étranger. Et ce n'est pas que la France, les autres pays qui ont colonisé d'autres pays africains ont fait la même chose. Aujourd'hui, il est extrêmement important, et c'est pour ça que je profite de l'occasion pour saluer la grande initiative de l'Union africaine, notamment la ZLECAf, la zone de libre-échange africain, qui est censée créer les conditions d'un échange horizontal entre pays africains pour dynamiser l'économie. Ça, c'est des solutions qui viennent corriger des erreurs qui ont été créées depuis longtemps. Malgré ces erreurs, vous avez quand même un rêve, la nation africaine, de l'unité africaine, un sujet aussi vieux que le monde. Vous y croyez toujours? Absolument. Possible? Absolument. Nous y croyons, nous sommes convaincus que c'est possible et nous sommes convaincus que ce n'est plus loin. Vous savez, quand on parle de nation africaine, ce n'est pas simplement parce qu'on a envie de lancer un slogan accrocheur, non. Les travaux scientifiques établis par Cheikh Anta Diop ont prouvé la familiarité culturelle, linguistique entre les peuples d'Afrique. Aujourd'hui, à travers les travaux scientifiques en onomastique, qu'elles soient anthroponymiques ou toponymiques, il est prouvé et établi que les langues d'Afrique, aussi diverses qu'elles soient, sont d'une même source et d'une même famille, originellement. Quand vous regardez culturellement les instruments de musique dans les différentes régions africaines, mais vous allez trouver qu'approximativement c'est la même chose. Quand vous regardez l'architecture, vous allez trouver des similitudes extrêmement importantes. Quand vous regardez sur le plan culinaire, vous allez trouver des similitudes extrêmement importantes. Mais quand vous regardez les modes de production économique,
l'interaction entre les modes de production économique et les valeurs qui régissent l'interaction entre les modes de production économique de l'Est à l'Ouest, du centre au sud de l'Afrique, vous allez trouver des similitudes extrêmement importantes. Mais au-delà de ça, partout où vous trouverez un Africain noir plus particulièrement, que ce soit en Amérique, en Europe, en Asie ou en Afrique, il a profondément ancré en lui cet attachement à l'identité africaine, cette définition de soi en tant qu'Africain, cette acceptation d'avoir un destin commun avec l'ensemble des frères d'Afrique. Donc la volonté commune d'un destin commun, le passé historique, matérialisé par l'érection d'institutions communes, de mécanismes communs, de valeurs partagées, sont des faits. Et ceux-ci sont les ingrédients qui permettent de créer une nation. Voilà pourquoi nous croyons en la nation africaine. C'est cette Afrique que nous voulons faire émerger pour que le monde en profite et que l'Afrique en profite. Le monde, on termine avec une question internationale. Le conflit en Ukraine, le président américain a échangé récemment avec le président Poutine, le président de la Fédération russe. Quelques jours après, c'était au tour des Européens. Ensuite, une déclaration fracassante du président français. L'avis de votre Assemblée? Vous savez, le conflit en Ukraine est l'illustration du dysfonctionnement du système international qui régissait le monde depuis très longtemps et qui finalement est arrivé à essoufflement. Pour bien comprendre ce qui se passe dans le conflit en Ukraine, il faut comprendre la dynamique qui l'a précédé. La crise des canons en Géorgie, avant le conflit en Ukraine, la crise autour de Viktor Yushchenko, entre l'OTAN et la Russie. Et pour comprendre ça, bien entendu, il faut remonter un peu plus loin, depuis la période de la guerre froide et les accords qui ont été établis. Nous sommes dans un système international qui a établi des règles que lui-même s'évertue à violer. Nous sommes dans un système international qui a été fondé sur une justice des vainqueurs et qui a créé un déséquilibre et a érigé ce déséquilibre en ordre légal. Nous sommes dans un système international qui n'a pas eu l'intelligence et le bon sens de se réformer pour se mettre à jour de l'évolution du monde, de la croissance démographique, de la migration de la puissance démographique, de la puissance technologique, de la prospérité économique de d'autres régions. Nous sommes dans un monde qui n'a pas pris en compte les changements politiques profonds qui ont été opérés dans les peuples du monde. Et finalement, ce système international, il n'est plus en phase des réalités du monde qu'il est censé gouverner. Et c'est pour cela que les Nations Unies n'ont pas pu trouver de solution au problème ukrainien. C'est pour cela que l'Union européenne, l'OTAN, n'arrive pas à trouver de solution au problème ukrainien. Parce qu'ils utilisent des instruments qui sont vétustes pour régler un problème qui est réel et contemporain. Voyez-vous? Donc pour moi, cette crise de l'Ukraine pose les éléments qui nous obligent à prendre en compte l'impératif de réformer l'organisation du monde. Plus nous tarderons à traiter cette question, plus les catastrophes vont s'accumuler. On a vu l'Ukraine, on voit aujourd'hui ce qui se passe à Gaza, mais on a vu aussi ce qui s'est passé en Syrie. Et je ne cite que ces trois, parmi tant d'autres foyers de tension dans lesquels le système international s'est montré incapable d'apporter des solutions à minima acceptables. Notre humanité elle-même est aujourd'hui remise en cause par le vacillement des décisions de ceux qui ont en charge la destinée du monde. Merci Mahamadou Diawara. Vous êtes le président de l'Union des jeunes pour la paix et la nation africaine. Rendez-vous à votre assemblée citoyenne à Dakar. Merci à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi votre rendez-vous, votre magazine. C'était ici à la place du Souvenir africain à Dakar. À très bientôt sur nos antennes. Merci beaucoup.